est source d'efficacité, de rapidité, de fiabilité, et en même temps, son essor a fait apparaître des risques nouveaux dont on n'a pas toujours suffisamment conscience. La sécurité des données, notamment celles qui concernent les individus, est devenue un enjeu capital, comme l'a montré l'exemple récent d'un géant de l'informatique qui a avoué avoir perdu plusieurs millions d'informations à caractère personnel sur son site Internet. Cet enjeu est capital et il l'est y compris pour des établissements scolaires, on vient de le voir. Vous avez dans vos ordinateurs et sur des serveurs à distance des tas de données qui n'ont pas vocation à être divulguées et utilisées par des acteurs plus ou moins bien intentionnés. Je pense notamment aux données dont vous disposez au sujet des familles des élèves accueillis. Et s'il nous est apparu indispensable d'aborder cette question au cours de cette journée gestion, c'est aussi qu'elle est pleinement d'actualité. Ainsi, demain entre... Je regarde ce qui vous fait rire. En effet. Ainsi, demain entre en vigueur le RGPD, sigle barbare qui désigne le nouveau règlement européen concernant la gestion des données personnelles. Que contient ce règlement? Dans quelle mesure s'applique-t-il au réseau des OGEC? Et quelles bonnes pratiques adopter? Autant de questions auxquelles vont maintenant répondre Frédéric Hull, responsable du pôle système d'information de la FNOGEC, chargé du projet Isidore, et Gérard Bénet, consultant pour le cabinet Infotep. Bonjour Frédéric Hull, bonjour Gérard Bénet, merci d'être parmi nous. Vous avez devant vous 40 petites minutes pour tout nous dire ou presque de ce fameux RGPD. On va essayer. Merci Denis, bonjour à tous. On l'a vu juste avant, c'est vrai qu'il ne faut pas croire que ces problèmes de fuite de données à caractère personnel ne concernent que les grandes entreprises du numérique, le fameux GAFA. Pouvez-vous garantir aujourd'hui que toutes les données que vous collectez auprès des familles, des élèves, des salariés, des enseignants, sont parfaitement sécurisées dans votre structure? C'est la question que chaque responsable aujourd'hui doit se poser avec l'aube justement et l'arrivée de cette nouvelle réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel. Parmi les petites anecdotes, tout à l'heure on a vu qu'il y avait des exemples de hacking, de piratage de sites. Je me souviens il y a quelques années qu'un grand éditeur de logiciels de vie scolaire, dont je tairai le nom ce matin, s'était fait pirater son logiciel de notes par un élève d'un établissement scolaire. Donc ça, c'est des choses qui sont arrivées. Évidemment, ça ne peut plus arriver, bien heureusement. Les problèmes que l'on peut rencontrer également, ce sont des fichiers Excel qui traînent parfois sur des serveurs que vous partagez entre les personnels de votre établissement, qui contiennent des données personnelles là également, qui ne sont pas sécurisées par des mots de passe. Donc ça veut dire que n'importe qui peut accéder à ces informations. Ce problème de sécurisation des données à caractère personnel ne concerne pas uniquement que les données numériques. Est-ce que vous avez des professeurs, par exemple de sport, qui ont dans leur sacoche une liste d'élèves avec des informations médicales? Donc qu'arrive-t-il si le professeur perd sa sacoche? Voilà, donc ce sont toutes ces questions qu'il faut se poser donc, avec l'arrivée de cette nouvelle réglementation européenne. Et c'est la question évidemment que nous sommes posés à la FNOGEC il y a 8 mois, lorsque nous avons commencé donc, à vérifier si tous nos processus internes étaient correctement sécurisés, si l'application Isidore, dont on parlera tout à l'heure, l'était également et respectait donc, tous les principes de cette réglementation. Et pour nous aider dans cette démarche, nous avons donc choisi de faire appel donc, au cabinet Infotep, qui est représenté aujourd'hui par Gérard Bénet, puisqu'à l'époque, c'est vrai que les ressources documentaires sur le sujet étaient plutôt nébuleuses, et il nous a semblé important de se faire appel à des professionnels pour nous aider dans cette démarche. Au bout de quelques séances de travail, il nous est paru nécessaire que nous essayions de proposer une démarche pragmatique pour aider donc l'ensemble du réseau des OGEC, mais également éventuellement les organisations territoriales dans l'enseignement catholique, une démarche concrète qui permette justement de mettre en place cette réglementation dans chaque structure que vous représentez aujourd'hui. Le but de notre intervention, donc évidemment, ce n'est pas de faire une formation sur le RGPD, le temps est trop court. En revanche, on vous propose ce matin de vous rappeler un petit peu
les principes de cette nouvelle réglementation. Donc c'est là où Gérard interviendra. Et dans un deuxième temps, de vous proposer, de vous montrer ce que vous propose aujourd'hui l'AFNOGEC à travers donc un guide pratique, mais également donc un outil informatique que vous pourrez suivre pas à pas pour mettre en place cette réglementation dans votre établissement. Donc je laisse la parole à Gérard Bénet, donc du cabinet Infotep. Si tout se passe bien, j'ai mis à profit les minutes d'introduction de Frédéric pour trouver où était le bouton marche-arrêt de ce micro, et ça a l'air de le faire. Je m'appelle Gérard Bénet, je suis consultant associé chez Infotep. Nous avons un certain nombre de clients RGPD que nous accompagnons, dont l'AFNOGEC. Si je vous demande ce que veut dire l'acronyme RGPD, j'imagine que depuis au moins 2 semaines, vous savez de quoi il retourne à 95%, parce que vous recevez en moyenne 2 à 15 mails sur le sujet par jour. Si je vous avais posé la question il y a 3 mois, quel serait le résultat ? Je ne vous demande pas de répondre en ligne, répondez juste dans votre tête. La sensibilisation fait partie de la démarche. Vous avez vu Willy tout à l'heure, qui est un Belge, je le suis presque. La première étape des 13 étapes recommandées par l'équivalent de la CNIL en Belgique est la sensibilisation, et clairement ce que nous allons faire ici est de la sensibilisation dans un premier temps. Je vous propose de rentrer un peu plus dans cette histoire, et je suis dans le monde scolaire, et vos enfants vous ont certainement servi des frises comme ils l'ont fait à moi-même, et je me suis dit que c'était une bonne occasion de le faire, notamment pour montrer que les choses existent finalement depuis la Déclaration des droits de l'homme en 1948. C'est donc une dimension internationale. Les datas, vous l'avez compris, ne s'arrêtent pas aux frontières. C'est comme le nuage de Tchernobyl, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui n'est qu'une étape, pas même un aboutissement, une étape dans la protection de ces données à caractère personnel. Et j'insisterai à chaque fois, dans mon expression, à bien préciser que c'est données à caractère personnel, pas des données personnelles. Ce sont des données qui peuvent devenir personnelles, c'est-à-dire permettre de vous désanonymiser. Nous sommes dans un cadre international. L'un des objectifs de RGPD, c'est de faire en sorte que soit uniformisée la protection des citoyens européens partout où ils se trouvent dans le monde. Si vous déplacez aux Philippines, vous êtes protégé par RGPD. On va voir un peu plus en détail ce qu'il en est, notamment parce qu'aujourd'hui, on me dit « mais pourquoi faut-il faire tout ça ?» RGPD, c'est 179, considérant 99 articles. On verra que c'est un tout petit peu juridique sur le pourtour. J'espère à cette occasion faire remonter le score de risque juridique dans le sondage que vous avez fait tout à l'heure. Il serait peut-être intéressant de le faire après nos interventions. Si je vais un peu plus loin sur ce cadre international pour reparler de choses très précises, beaucoup plus récentes. Normalement, on aurait dû faire ça depuis 40 ans. Ok, 40 ans, ça fait beaucoup, on sait difficilement s'en servir. En revanche, il y a une loi en 1995, plutôt une directive, qui, comme on a l'habitude en France, on a mis 9 ans à passer dans notre loi, la loi de 2004. Donc, au moins, on pourrait déjà être un peu sensibilisé à cette chose depuis 14 ans. Et encore plus depuis 2 ans, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une mise en application, sachant que la mise en vigueur, elle remonte déjà à 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des choses qui visent à harmoniser pour les différents États membres la protection des données à caractère personnel. Où que je sois, je vais être ainsi protégé. Ça veut dire quoi ? C'est une prise de conscience. Combien vaut chacune de vos données à caractère personnel ? Une idée ? 15 centimes sur le marché de New York ? Ou $30 ? C'est la valorisation de la vente de chaque contact de WhatsApp au moment du rachat de Facebook. Valez-vous $30 ? Est-ce que ça vaut plus cher ? À titre personnel, je pense que les données que vous manipulez, on va y revenir, de vos étudiants, de vos élèves, quand elles sont qualifiées, valent beaucoup, beaucoup plus cher aux yeux de gens qui chercheraient tout simplement à valoriser ce capital informationnel. Si on va encore un tout petit peu plus loin dans RGPD, c'est une obligation. Est-ce qu'on a déjà convaincu quelqu'un
à travers le fait que ce soit une obligation. Vous avez compris que c'est une obligation depuis un certain temps déjà. On va voir qu'on va jouer sur une autre dimension qui est la dimension de confiance et qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent. C'est la notion de notoriété. Que se passe-t-il quand une société doit publier, puisque c'est obligatoire, le fait que ces données ont été divulguées pour un usage dont on ignore tout? C'est un enjeu de communication pour vous que de pouvoir dire, chez nous, vos données sont protégées. Chez nous, nous ne vendons pas vos données. Vos données vous appartiennent. Vous avez peut-être vu la différence avec des navigateurs de type Quant, où on vous dit exactement la même chose et les conditions générales d'utilisation tiennent en 5 lignes. Quand vous utilisez Facebook, il faut que vous preniez une semaine pour lire toutes les conditions générales d'utilisation. C'est un actif fortement convoité. J'adorerais avoir un fichier des élèves qui sont les vôtres, parfaitement qualifiés, me permettant, moi assureur, moi banquier, de faire une campagne qui me permettrait d'avoir un taux de retour à 40% au lieu des 2% que j'ai d'habitude. Vous imaginez la différence de coût? À 15 centimes le contact. En plus, aujourd'hui, les sanctions pour non-conformité ont fortement augmenté. Imaginez la CNIL qui se bat depuis 40 ans et qui réussit parfois à faire passer 3 000 € de sanctions après 5 ans de procédure. C'est quelque chose qui a tendance à irriter un peu. Ils se sont améliorés, mais il faut qu'ils s'entraînent. On ne passe pas facilement de 3 000 € de sanctions à 20 millions ou 10 millions. Il faut capturer ces chiffres. Imaginez si vous aviez 10 millions d'un seul coup sur votre compte en banque. Il faudrait vous habituer à les dépenser. Là, il faut s'habituer à aller les chercher. Et c'est exactement ce qui se passe. Les sanctions ont fortement augmenté. De 10 à 20 millions d'euros par violation des données à caractère personnel. Est-ce que c'est assez pour nous motiver? Je pose la question. Parmi les sanctions, la CNIL va être surtout extrêmement vigilante sur 5 principes qui existent depuis 14 ans. Ils sont exposés ici. Quelle est la finalité de vos traitements? C'est quoi un traitement? En attendant une définition plus précise, parlons de processus de traitement de l'information. Vous délivrez des cours, c'est un processus. Vous gérez des inscriptions, c'est un processus. Quelle est la finalité? Est-ce qu'elle est licite, légale? Il y a plein d'autres choses que vous faites peut-être qui sont beaucoup moins licites que ce que je viens de citer. Pertinence. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Je ne sais pas de quelles données j'ai besoin, donnez-moi tout, puis on verra après. La pertinence, c'est le fait d'adresser exactement les données dont vous avez besoin pour l'objectif, la finalité dont on est en train de parler. Troisième point, la conservation. Combien parmi vous ont des dossiers d'élèves qui, selon votre existence, remontent à plus de 30 ans? Complets, les dossiers, évidemment. Famille, sport, santé. Est-ce que vous avez le droit de les conserver? Est-ce qu'il est légitime de les conserver? Très sincèrement, nos bureaux sont en face du siège historique de Paribas. Ils ont passé tout l'été, l'année dernière, avec des stagiaires, à déchiqueter des dossiers de candidature qu'ils avaient accumulés. Ça date de quand, Paribas? 1886, quelque chose comme ça. En matière de droit, les droits sont déjà affirmés. C'est la célèbre bande des 4. J'ai le droit de savoir les données que vous avez sur moi et de vous les demander. J'ai le droit de les modifier. J'ai le droit de vous demander de m'oublier. J'ai le droit de vous demander de les corriger. Et j'ai été très surpris, parmi nos clients, de ne pas avoir, de la part de concurrents, des manœuvres dolosives du type « je vais envoyer successivement des questionnaires demandant quelles sont les données que chacun a sur moi, à mes différents compétiteurs. » Tout ceci pour prouver la capacité de chacun à répondre dans le délai qui est imparti. Le délai imparti, c'est 1 mois. Je dois, dans 1 mois,
répondre à toute sollicitation sur les droits. Enfin, et nous en avons parlé, il est question de sécurité et l'important, c'est de sécuriser autant vos données à caractère personnel que l'ensemble des données qu'on a vues par ailleurs. Voilà les 5 grands principes. Le RGPD en a introduit 6, dont l'un représente le changement de paradigme, diraient des philosophes. C'est, et je ne peux pas faire autrement que d'utiliser un terme anglo-saxon, le terme d'accountability, c'est-à-dire de responsabilité. On est passé d'un régime déclaratif à un régime de preuve. Nous sommes rentrés dans le monde de l'audit. Si vous n'êtes pas capable de prouver ce que vous faites des données à caractère personnel, alors la preuve n'existe pas. Deuxième principe. Parmi les droits ont été rajoutés le droit à la portabilité. Ce n'est pas nécessairement le droit le plus facile à mettre en œuvre, mais si je vais d'une école à l'autre, je pourrais être sensible au fait de transporter mes données et mon dossier scolaire, par exemple. Comment je fais pour préparer, packager ces données vers l'autre école, dans un délai raisonnable? Troisième principe, on a parlé tout à l'heure de sécurité, et de la même façon que quand on prépare une nouvelle application, on peut s'interroger à ces failles de sécurité, on peut s'interroger aujourd'hui à ces failles en matière de conception sur la sécurité des données à caractère personnel. Et plus vous le ferez tôt, moins cela coûtera cher. On envisage, ou on imagine, estime que ça coûte 5 fois moins cher que de le faire dès la conception, que de le faire après conception quand on s'aperçoit de ces failles. Quatrième principe. Je dois notifier les personnes de toute faille de mon système dès lors qu'elle est apparente. Et j'ai 72 heures pour le faire. Notez qu'à chaque fois que je vais être en contradiction avec les principes qui sont exposés, surtout les 5 premiers sur lesquels la CNIL va être particulièrement vigilante, je m'expose à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10 à 20 millions par violation. Cinquième principe, on tient le cœur du système RGPD parce qu'on ne fait pas des listings de traitement ou des listings de processus juste pour le plaisir, mais bien dans l'objectif de protéger vos données à caractère personnel. Les données à caractère personnel de vos collaborateurs, les données à caractère personnel de vos élèves. Ça veut dire analyser, anticiper les risques. Vous avez peut-être vu passer tout à l'heure dans un des slides IBIOS comme méthode d'évaluation de gestion des risques. L'autre grande innovation de RGPD, c'est de vous demander de positionner vos analyses sur de l'analyse de risque et d'identifier votre appétit pour le risque et de voir fuir vos données. Et donc de comparer le coût probable du risque au coût des mesures que vous allez devoir mettre en place. Sixième point, on avait tendance avant à transférer les risques en les mettant entre les mains de ses sous-traitants. Aujourd'hui, vous avez une responsabilité continue du début à la fin du processus sur la protection de ces données à caractère personnel. Et le fait de les mettre entre les mains d'un sous-traitant ne vous dédouane en rien de la responsabilité qui est la vôtre. Et la responsabilité que recherche la CNIL est celle du responsable d'établissement ou, dans le monde privé, de l'ensemble des gestionnaires au plus haut niveau de cette entreprise. Et c'est eux qui seront poursuivis par la CNIL s'il devait y avoir poursuite. Voilà les principes. Est-ce que vous êtes concerné? D'après vous? Vous sentez-vous concerné? Manipulez-vous des données à caractère personnel dans des traitements
Qui n'est pas concerné? Ça va être plus simple, ça fatiguera moins de monde. C'est quoi une donnée à caractère personnel? Quelque chose qui, directement ou indirectement, vous permet de désanonymiser la personne que vous êtes. Nos clients, quand ils font des recoupements, même sur des bases anonymes, savent bien que quand dans une classe avec 3 ou 4 critères, ils ont 5 ou 10 individus, ils savent qu'il est possible de remonter à cette personne et de savoir exactement qui elle est. Même quand à l'origine, les données étaient anonymisées. C'est ça, une donnée à caractère personnel. C'est-à-dire nom, prénom, numéro de sécurité sociale, NIR, quoi d'autre encore? Les informations bancaires qu'on a vu passer tout à l'heure, votre photo, les premiers iPhone 10, quand vous utilisiez la photo de quelqu'un que vous aviez pris avec votre propre appareil pour ouvrir l'appareil, l'ouvrez. Intéressant. Biométrie, ça devient intéressant aussi. Utilisez-vous des éléments biométriques dans les accès à vos établissements? Ce sont des données à caractère personnel. Pensez que l'idée sous-jacente n'est pas de vous interdire d'utiliser ces données, mais de ne les utiliser que lorsqu'elles sont légalement utilisées avec une finalité légale, légitime, dans des durées de conservation qui sont maîtrisées et avec une pertinence de données exactement proportionnelle à l'usage que vous voulez en faire. Quant à un traitement, c'est quoi un traitement? On distingue en général 3 couches. La plus évidente, c'est celle des applications. On a parlé tout à l'heure d'un ERP mis en place par un réseau d'écoles. C'est une application. On va pouvoir travailler sur ces éléments-là, les sécuriser, etc. Mais c'est aussi toutes les extractions que vous allez pouvoir faire à partir de cet ERP, dans un Excel par exemple, quelque chose qui est extrêmement pratique, surtout quand c'est non sécurisé. Et puis, après avoir manipulé ces données, toujours un caractère personnel avec les éléments que je vous indiquais il y a un instant, vous l'envoyez par mail, bien sûr, évidemment. Est-ce que ma chaîne est sécurisée ou pas? J'ai un petit doute, mais ça permet de le vérifier. C'est ça un traitement. Mais c'est aussi toutes les impressions papier que vous allez pouvoir faire de l'Excel auquel vous venez d'arriver et que vous transportez dans votre mallette, là, avec des données à caractère personnel. Il s'agit bien donc de sécuriser l'ensemble des flux, que ce soit des flux numériques ou des flux papier. Et c'est bien ça que doit couvrir RGPD. Voilà son idée. Voilà sa fonction. Et nous sommes à moins de 12 heures de sa mise en vigueur. On va tout pouvoir faire avant cette heure-là? Peut-être pas. Madame Pierrotin, dans un article aux Échos, au mois de janvier, nous disait que ce n'était pas un coup près. Ok. Quand on me dit ce que c'est pas, moi j'aimerais surtout savoir ce que c'est. Qu'est-ce que je risque? Je l'ignore, mais le nombre d'entreprises, d'associations, de collectivités, et entreprises de toute taille, TPE, grandes entreprises, représentent combien de cibles potentielles en France? Notre estimation est aux alentours de 100 000, entre 100 000 et 150 000 organismes devant se conformer au RGPD dans 12 heures. Waouh! Ce qui va être important, c'est comme nous sommes tous concernés, c'est de mettre en place un plan d'action. En fait, la CNIL est surtout intéressée au fait que vous soyez emparés de ce sujet, que vous y soyez sensibilisés, et un peu comme vous êtes peut-être en train de le faire, vous disiez « zut, il faut que je fasse des choses, et voilà comment je pourrais les organiser ». Nous sommes tous concernés. Je suis concerné à titre de sous-traitant. Vous vous souvenez de cette chaîne de responsabilité qui va de l'alpha à l'oméga de chacun des traitements? Je suis partie prenante de ce processus. Mais aussi mon service financier. Quand on entend le montant des sanctions que j'évoquais tout à l'heure. Le marketing, et là je parle de rôle, de fonction, pas de personne, notamment en matière de notoriété. Dans les risques qu'évoque un de nos clients,
Sur 4 risques, il y a avant tout la notoriété. Si on apprend que mes données sont parties, je risque gros face à mes concurrents. C'est aussi un élément de communication, d'organisation et d'aspect social et de RH, car il n'est pas rare que la mise en œuvre d'une telle réglementation, d'un tel règlement, ait des conséquences sur la charte informatique, évidemment, mais aussi le règlement intérieur qui est le vôtre et le code de conduite. On voit qu'on est dans un ensemble de gouvernance et de conformité qui vise à renforcer l'ensemble des pratiques quotidiennes que l'on peut avoir. Et pour ça, il faut changer nos réflexes. Pour changer nos réflexes, il faut qu'on se déshabille de ceux qu'on avait et qu'on les questionne pour être capable de les mettre en œuvre. Qui plus est, RGPD, ce n'est pas seulement le 25 mai, 0 heure, une mise en conformité qui, en général, va s'étaler possiblement sur 12 mois, mais bien quelque chose qui rentre dans la conformité et dans le contrôle interne, c'est-à-dire dans le contrôle permanent de vos organismes. C'est de l'amélioration continue. Une fois qu'on aura, ou que vous aurez atteint un stade de conformité satisfaisant, il va falloir réussir à maintenir ce niveau de conformité. C'est donc quelque chose qui va être une remise en cause permanente, très forte, indubitablement au début, mais toujours permanente et toujours continue. Voilà. J'espère que vous avez été sensibilisés par Gérard Bénet. Donc, pardon, vous m'entendez? Oui. Maintenant que vous avez été sensibilisés donc, sur la démarche RGPD, vous posez peut-être la question de savoir comment le mettre en œuvre dans votre structure. Nous avons travaillé donc, avec un groupe de travail composé d'experts de l'Eurogec Île-de-France et de la région Pays de Loire sur 3 livrables qui vont vous permettre de mettre en œuvre cette réglementation dans votre structure. Le premier livrable, c'est un guide de mise en route qui va surtout vous servir à vous sensibiliser, comme l'a fait ce matin donc Gérard Bénet. Donc vous allez retrouver évidemment des éléments de notre intervention de ce matin, mais également qui va vous aider à utiliser donc, une application Internet que l'on va voir juste après, que l'on va vous montrer, vous présenter, qui va vous permettre justement de suivre pas à pas toutes les actions à réaliser dans votre structure de façon simple. Donc, il n'est pas nécessaire d'être un informaticien ou un spécialiste du numérique pour réaliser chaque action une à une. Donc, on le verra tout à l'heure. Enfin, donc, le troisième livrable, ce sont des modèles prêts à l'emploi. Donc, des modèles, tout à l'heure, on a parlé de traitements. Évidemment, les traitements sont pratiquement les mêmes, où il y a beaucoup de traitements qui sont communs entre chaque établissement scolaire. Donc nous avons constitué une bibliothèque de traitements que vous allez pouvoir réutiliser dans votre structure, évidemment les personnaliser avec les informations qui sont demandées dans cette réglementation. Mais dans ces modèles, vous allez également trouver des chartes informatiques. Bien souvent, il n'y a pas de charte informatique dans des établissements, donc on vous propose également des modèles de chartes, des clauses à mettre dans des contrats, etc. Donc voilà les 3 livrables sur lesquels nous avons travaillé avec ce groupe de travail, et c'est ce que nous vous proposons dès aujourd'hui. Cette application informatique que l'on appelle Isidore, que vous connaissez peut-être, j'espère que depuis le mois de septembre, vous avez entendu parler de cette plateforme, qui est un outil proposé par notre réseau, qui est un outil d'aide à la gestion. Aujourd'hui, donc, cette application Isidore est accessible par tous les chefs d'établissement qui disposent de leur code enseignement catholique, leur code Gabriel. Donc aujourd'hui, tous les chefs d'établissement sont en mesure d'utiliser donc Isidore et donc d'atteindre le module RGPD. Les présidents d'OGEC également peuvent demander à leur UDOGEC de disposer de ce code d'accès. Comme vous le voyez à l'écran, donc en fait dans Isidore, donc il y a plusieurs applications qui existent, que vous connaissez peut-être, Indice, l'outil social, l'immobilier, etc. Mais pour utiliser donc l'application RGPD, nous nous sommes appuyés sur une application qui s'appelle Pilotage, que l'on pourrait qualifier de logiciel de mise en conformité. Vous le voyez à l'écran, donc l'outil Pilotage permet de vous mettre en conformité avec un certain nombre de référentiels que nous avons intégrés donc, depuis une dizaine d'années donc, dans cette application. Nous y avons simplement ajouté le référentiel RGPD, protection des données, qui vous permettent justement d'avoir une checklist de toutes les actions à réaliser
pour vous mettre en conformité. Comme je disais à l'instant, donc le module pilotage, qui est intégré dans Isidore, permet de vous mettre en conformité avec un certain nombre de référentiels auxquels vous devez faire face dans vos établissements. Donc, un certain nombre de référentiels sur le droit du travail, la convention collective, mais également sur le droit institutionnel, puisqu'on a donc le statut de l'enseignement catholique que vous devez également respecter, le droit associatif, des règles également en matière de sécurité des bâtiments scolaires, des normes comptables, et enfin, donc la dernière brique qui vient d'être ajoutée, donc c'est une brique numérique qui vous permet de voir tout ce qu'il y a à faire dans votre établissement pour vous mettre en conformité avec le RGPD. Lorsque vous allez rentrer donc dans l'application, dans le module protection des données, vous allez donc découvrir un certain nombre d'objectifs à réaliser. Donc, il y en a 4. Et donc pour chaque objectif, donc toutes les actions que vous devez suivre pour vous mettre en conformité. Les 4 étapes sont les suivantes. Donc la première étape sera d'abord de réaliser, donc ça peut être réalisé par une seule personne, réaliser un état des lieux, donc des données à caractère personnel qui sont collectées par votre établissement ou par votre structure. Donc l'idée, c'est d'avoir déjà une vision générale de toutes les données que vous manipulez au quotidien dans vos structures. La deuxième étape va permettre de rentrer un peu plus dans le détail et de voir avec vos équipes avec précision donc, les traitements et donc la nature des traitements qui sont réalisés avec le niveau de détail qu'a précisé Gérard Bénet tout à l'heure. La troisième va être de définir un plan d'action, donc de vous organiser pour justement vérifier qu'il n'y a pas de faille, vérifier s'il y a des données sensibles, voir si elles sont suffisamment sécurisées et évidemment d'y remédier si ce n'est pas le cas. Et enfin, donc, la quatrième étape, qui est un des fondements donc, du RGPD, c'est de documenter toutes les procédures que vous avez mises en place et de pouvoir prouver, lorsque vous aurez peut-être une visite à un agent de la CNIL ces prochaines années, de voir justement, de prouver que tout ce que vous avez mis en place est bien documenté. Donc voilà les 4 grandes étapes qu'il suffit de suivre, une à une, pour vous mettre en conformité. Alors, ce matin, on ne va pas pouvoir entrer dans chacune de ces étapes, mais on voulait déjà vous mettre un peu le pied à l'étrier en vous montrant la première action que vous allez pouvoir réaliser en suivant donc, le guide qu'on met à votre disposition. Comme je disais tout à l'heure, donc la première action que vous pouvez réaliser de façon très simple, comme je l'ai dit, il ne faut pas être informaticien, il faut simplement recenser donc, tous les flux de données à caractère personnel que vous gérez dans votre établissement. Donc les données sur les élèves, sur les salariés, sur les bénévoles au sein de l'OGEC, sur les enseignants, etc., etc. Donc ça, c'est un premier travail que vous pouvez découvrir à l'écran. Donc vous voyez donc l'outil pilotage et le référentiel RGPD. Et donc vous allez voir que la première action, je ne sais pas si vous voyez si c'est assez grand, mais il suffit simplement de dire, voilà, cette action, je suis en train de la réaliser. Et je vais pouvoir me référencer à une aide. Donc vous verrez des petits points d'interrogation à côté de chaque action, qui va vous permettre de disposer de modèles que nous avons préétablis ou bien de conseils que on vous a donnés sur chacune de ces actions. Donc pour identifier les flux de données, donc on a réalisé donc un fichier Excel qui est déjà préalimenté. Pour vous donner des exemples, donc voilà ce fichier Excel en question. Et il suffit simplement d'indiquer les catégories de personnes que vous gérez au sein de votre établissement, pourquoi faire, donc quelle est la finalité de ce traitement, où se trouvent ces données, donc est-ce que c'est dans mon établissement, dans une salle informatique, sur un serveur, etc., ou bien est-ce que c'est hébergé par un prestataire informatique. Voilà, donc dans un premier temps, donc vous allez essayer de voir tout ce que vous faites au sein de votre établissement pour avoir une idée générale. Ce tableau Excel, par la suite, va vous servir de tableau de bord pour voir si tout est correctement géré au sein de votre établissement. Dans un deuxième temps, donc, une fois que vous aurez une idée générale des données que vous manipulez, vous allez pouvoir donc
voir, donc, en fonction de la taille de votre établissement, donc, soit avec des responsables de services administratifs, gestion, etc., voir comment détailler chaque traitement que vous avez identifié en fonction de ce qui est demandé donc, par la CNIL et donc, qui apparaît dans cette réglementation. Donc, qui intervient sur ces données? Donc, quelles sont les personnes qui ont accès à ces données dans votre établissement? Quelles sont les catégories des données traitées? À quoi servent ces données? Qui accède et quand elles sont communiquées? Combien de temps elles sont conservées dans vos bases de données? Et ainsi de suite. Vous retrouvez là les 5 principes qu'on évoquait tout à l'heure, les premiers auxquels il faut répondre en termes de finalité, de conservation des données et de pertinence de ces données. Et le 5e principe, celui qui est tout en fait en bas, comment ces données sont-elles sécurisées sur l'ensemble des flux qui sont les vôtres? Pour vous aider à remplir ces fiches de traitement, donc nous avons réalisé donc un modèle donc au format PDF, un formulaire qu'il suffit de remplir en fonction des indications qui sont données. Mais pour vous aider, on a également constitué une bibliothèque de traitement, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des traitements sont réalisés par l'ensemble des établissements scolaires en France. Donc vous avez pratiquement tous les mêmes traitements réalisés. Donc on a commencé à constituer donc, avec un certain nombre de régions donc, cette bibliothèque de traitement. Donc vous allez pouvoir les trouver dès demain si vous vous lancez sur l'outil pilotage. Et vous allez voir, donc, par exemple, le traitement par exemple, de la gestion des élèves boursiers, par exemple, ou d'autres traitements que l'on a pu identifier. Le but de cette bibliothèque de traitement, évidemment, c'est qu'elle soit participative. C'est-à-dire que dès qu'un établissement a identifié un traitement qui ne se trouve pas dans la bibliothèque, il pourra nous la communiquer. Donc on a fourni une adresse mail. Et donc si vous trouvez que le traitement que vous avez réalisé en interne dans votre établissement est pertinente, vous pouvez donc nous l'envoyer et à ce moment-là, on le mettra à disposition des autres établissements pour éviter de réinventer un peu la poudre. Donc voilà le principe que l'on a élaboré. Vous allez trouver également d'autres modèles, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc charte informatique, etc., etc. L'identification des traitements donc, qui sont effectués sur des données à caractère personnel, c'est le cœur en fait, de cette nouvelle réglementation. Mais pas que. Donc vous allez voir que dans les autres actions qu'on ne peut pas détailler ce matin, bien évidemment, vous allez retrouver d'autres actions qui sont importantes. La première d'entre elles est de s'assurer de la conformité de vos sous-traitants. Ce n'est pas parce que vous respectez donc, toutes les règles de sécurité sur les données à caractère personnel que les personnes avec lesquelles vous travaillez, on a vu tout à l'heure dans la statistique que en grande majorité, vous faites appel à des prestataires informatiques pour gérer votre parc informatique, j'imagine, ou pour héberger vos données. Il faut vous assurer que tous les maillons de la chaîne qui manipulent vos données soient également, entre guillemets, labellisés RGPD, puisque pour l'instant, il n'y a pas de labellisation. Mais ça n'empêche pas que vous devez vérifier que chaque fournisseur, chaque sous-traitant, et nous en faisons partie, donc en vous proposant par exemple l'application Isidore, nous sommes également un sous-traitant, donc vous devez vérifier que nous-mêmes, nous respectons donc, ce principe de RGPD. Mais c'est également le cas pour les éditeurs de logiciels de gestion, par exemple, sur lesquels vous appuyez, les applications d'enseignement catholique, etc., etc. Par rapport aux éditeurs de logiciels de gestion, donc nous sommes rentrés en contact avec les principaux de notre secteur d'activité pour justement essayer de voir où ils en étaient sur la démarche, s'ils étaient en train de modifier leur logiciel pour sécuriser l'ensemble des processus. Et donc nous allons leur adresser un questionnaire donc, signé par le responsable de leur structure et que nous mettrons à votre disposition. Plutôt que vous adresser à chaque éditeur, Aplon, Asrec, Magister, Proginov, j'espère ne pas en avoir oublié, Statim Charlemagne, qui fait partie d'Aplon maintenant. Donc plutôt que de leur demander à chacun donc, leur certification RGPD, donc nous avons donc, pris le devant et donc nous sommes en train de leur faire remplir un questionnaire pour prouver leur conformité avec le RGPD. La deuxième action que vous allez trouver dans le plan d'action de l'outil pilotage, c'est de prévoir toutes les modalités d'exercice des droits des personnes concernées par vos traitements.
Comme on l'évoquait tout à l'heure, on est là sur l'une des 6 innovations du RGPD et certainement celle qui représente le plus de travail possiblement pour vous, surtout si votre Shadow IT est important. Shadow IT, les fichiers Excel, ce que vous avez sous mail. L'exercice des droits, même sans une vague de demandes, va nécessiter que vous mobilisiez des ressources et plus vous aurez rodé ce processus et plus il sera facile de le mettre en œuvre, y compris de façon répétitive. Pensez aussi une chose, on a été questionné sur un certain nombre de dispositions du RGPD, notamment ce qui vise les structures de petite taille. On nous a dit, mais il y a dans le RGPD quelque chose qui permet de sortir les structures de moins de 150 salariés du dispositif, notamment de cartographie des traitements. Vous pouvez ne pas cartographier vos traitements. Je ne sais pas comment vous ferez pour faire une étude d'impact sur la vie privée si vous manipulez des données à caractère personnel, sensible, sans cela. Et je ne sais pas comment vous ferez pour répondre à l'exercice des droits sans dévoiler la totalité de votre système d'information à chaque fois qu'on vous demandera l'exercice d'un droit en modification ou ne serait-ce qu'en communication de ce que vous détenez comme information. Pour protéger et sécuriser ces différents éléments, il faut que vous ayez déjà documenté vos traitements pour être en mesure de répondre à cet exercice des droits. Comme il ne reste que 2 minutes, on va essayer d'accélérer un petit peu. La troisième action que vous allez pouvoir retrouver donc, dans le guide, c'est l'ensemble des règles que vous allez pouvoir respecter dans votre établissement en matière de sécurité. On en a parlé tout à l'heure, donc on a repris toutes les règles de sécurité qui sont préconisées par la CNIL et l'ANSSI. Donc on les a réunies également dans cet outil. Donc vous allez pouvoir les suivre une à une. Alors quelques exemples simplement donc, de sécurité. Donc tout d'abord, c'est de sensibiliser le personnel de vos établissements sur cette protection des données. Donc ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou deux dans votre établissement. Toutes les personnes qui travaillent chez vous doivent être sensibilisées donc, par la sécurité des données à caractère personnel. Donc on a parlé tout à l'heure de charte informatique, des bonnes règles également, des bonnes pratiques, c'est de supprimer les permissions, par exemple, des personnes qui ont quitté votre structure, de bien vérifier qu'on a bien enlevé leur code d'accès sur différents sites internet. C'est des choses qu'on ne pense pas forcément à faire à chaque fois. Donc voilà, vous allez retrouver comme ça donc une cinquantaine de bonnes pratiques sur la sécurité des données informatiques, mais pas que informatiques. Les locaux scolaires, les locaux où sont hébergées ces informations, évidemment, sont à sécuriser. Pour prouver votre conformité, donc, on a mis en place également un coffre-fort donc, sécurisé qui va vous permettre d'entreposer donc, toutes vos productions. Donc, on a parlé tout à l'heure de registre des traitements, des fiches de traitement. Donc, toutes ces informations, vous allez pouvoir donc, les stocker dans ce coffre-fort qui n'est visible que par vous. Et le jour où un agent de la CNIL éventuellement passe dans votre établissement, vous serez en mesure de prouver que vous êtes bien en conformité, que vous avez respecté toutes les règles. Une petite vidéo pour montrer la simplicité donc, de mise en ligne donc, de documents dans votre coffre-fort. Voilà, vous verrez, c'est assez simple. Donc en fait, on indique la réponse. Donc on a dit qu'on avait donc réalisé cette action et ensuite il suffit d'ouvrir donc avec l'icône qui représente une petite valise, d'ouvrir donc la partie document. Il suffit simplement de glisser ou bien de parcourir votre ordinateur pour aller chercher le document qui prouve que vous avez bien réalisé cette action. Donc, par défaut, nous avons donc préféré, donc, nous avons réalisé une arborescence pour vous aider donc à classer vos documents, mais évidemment, vous êtes libre de personnaliser cette arborescence. Enfin, donc, dans l'outil, vous verrez que à tout moment, vous pouvez donc suivre votre état d'avancement donc avec un certain nombre de tableaux de bord qui ont été préétablis et qui vous permettent de voir pour chaque étape où vous en êtes actuellement, combien d'actions ont été déjà réalisées, combien il vous en reste, etc. etc. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre intervention. Donc cette présentation peut vous paraître assez courte et beaucoup d'informations peut être reçues de votre part. Sachez que pour l'utiliser également pour la FNEGEC, vous allez voir que c'est assez simple à réaliser. Donc on a essayé d'être assez pragmatique, de faire preuve de bon sens.
Donc vous allez voir que chaque étape, vous allez pouvoir les réaliser. Alors comme le disait Gérard Bénet tout à l'heure, évidemment, il n'y a pas de date couperée, donc ce n'est pas demain que vous aurez terminé de mettre en œuvre ce processus. C'est un point de départ, et à la rigueur, ça doit être une question que vous devez vous poser au quotidien, comme la sécurité des élèves, la sécurité de vos bâtiments. La sécurité des données doit faire partie de votre quotidien maintenant. Ce n'est pas uniquement donc, une mesure où voilà, on respecte la nouvelle réglementation et on est tranquille. Donc ce n'est pas ce message qu'on souhaite vous faire passer ce matin. Il faut que cette culture en fait, de la sécurisation des données personnelles rentre dans vos établissements et au sein des membres de vos structures. Voilà, donc on a terminé sur cette présentation. On organisera également donc, un webinaire au mois de juin sur le sujet qui reprendra principalement ce qu'on s'est dit ce matin. Donc voilà, je vous souhaite une bonne navigation sur ce site et à bientôt. Merci beaucoup Frédéric Hull et Gérard Bénet pour ces explications et ces précieux conseils. Nous allons...